Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais brièvement présenter l'UJFP et moi-même. Donc l'Union juive française pour la paix, on existe depuis 1994, donc plus de 30 ans. Au début sur la position pas de crime en notre nom, mais très vite la réalité de la guerre qu'Israël mène contre le peuple palestinien nous a sauté aux yeux. Et cette réalité, elle a pour nom occupation, colonisation, crime de guerre, crime contre l'humanité, apartheid, suprémacisme, génocide. On a une situation apocalyptique en ce moment. Probablement le véritable chiffre de morts de cette guerre a dépassé 100 000, parce que sans arrêt on retrouve des corps. Tout est détruit à Gaza. Je vous parlerai en particulier tout à l'heure de Gaza parce que je m'y suis rendu 2 fois et un des livres qu'on présente ici est un livre entièrement sur le génocide de Gaza. Arrêter ce génocide est une priorité absolue. Vous savez que en ce moment, les gens meurent de faim. On reçoit de Gaza des photos qui, moi comme juif, me rappellent les photos que j'ai vues que les Alliés ont découvert dans les camps d'extermination nazis. Alors l'Union juive française pour la paix, on appartient à BDS France, boycott des investissements sanctions. On demande pour les Palestiniens la liberté, l'égalité, la justice, c'est-à-dire le droit international. Nous sommes aussi une association antiraciste. Nous combattons le racisme sous toutes ses formes, que ce soit le racisme contre les Noirs, contre les Arabes, contre les Roms, que ce soit l'islamophobie ou l'antisémitisme. Nous ne faisons pas de l'antisémitisme un racisme à part. Nous sommes une association juive résolument antisioniste, et c'est le sens du livre dont je vais pas mal parler, c'est celui-là, du projet sioniste au génocide, parce que ce qui arrive aujourd'hui à Gaza était annoncé il y a 130 ans. C'est la suite logique de ce qui s'est passé dès le début, à la fin du 19e siècle, un projet qui était dès le départ un projet criminel et qui aboutit aujourd'hui au génocide en cours. Pour nous, le sionisme, c'est un crime contre les Palestiniens, mais c'est aussi une injure à notre histoire, à notre mémoire, à nos identités, et c'est une idéologie totalement criminelle. Je parle un tout petit peu de moi. Je suis professeur de mathématiques à la retraite. Je viens d'une famille, mes parents ont émigré en France en 1938, une famille juive, ils ne se connaissaient pas à l'époque, venue de Bessarabie, qui est aujourd'hui partagée entre la République moldave et l'Ukraine. Mes parents ont fait partie de la résistance communiste pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans la MOI, la main-d'œuvre immigrée. Ma mère, agent de liaison, était à Paris, elle a survécu, mais toute sa famille qui était restée en Bessarabie a disparu. Et mon père a été le seul rescapé des 67 membres du groupe Manouchian qui ont été arrêtés par la police française, ne l'oublions jamais, torturés par la police française, ne l'oublions pas, livrés à la Gestapo. Lui a survécu, il a été déporté à Buchenwald, sa compagne de l'époque a été gazée à Auschwitz. Alors, le thème un petit peu de ce que je vais faire ce soir, c'est beaucoup d'histoire. Beaucoup d'histoire et beaucoup de Gaza après. Parce qu'on raconte des choses tellement abracadabrantesques sur cette histoire, on mêle notre histoire intime, qui est l'antisémitisme, avec une histoire de génocide qui est une horreur absolue. Donc je vais essayer de débrouiller tout ça. Et je vais commencer par l'Antiquité. Alors pourquoi commencer par l'Antiquité? Parce que les sionistes, par exemple Yitzhak Shamir, ancien Premier ministre, quand il démarre la conférence de Madrid en 1991, il dit les Juifs ont vécu dans ce pays sans interruption depuis 4500 ans. Ça n'a strictement aucun sens. Les sionistes religieux disent Dieu a donné cette terre au peuple juif, et donc ils chassent les Palestiniens. Et les sionistes laïcs, c'est Ben Gurion à qui on prête la phrase « Dieu n'existe pas, mais il a donné cette terre au peuple juif ». Alors, que disent les historiens, les archéologues réunis? Ils disent que la Bible n'est pas un livre d'histoire, la Bible est un livre religieux.
les Occidentaux qui sont arrivés en Palestine à partir de la fin du XIXe siècle pensaient trouver les traces historiques de la Bible, sauf qu'il n'y a rien qui colle. Donc en dehors du fait que les Hébreux ne sont pas venus de Mésopotamie, Abraham non, ils ne sont ni entrés ni sortis d'Égypte, donc Moïse non, il n'y a pas eu de ministre Joseph du Pharaon. Heureusement, le livre de chevet des colons de Cisjordanie, qui est le livre de Josué, est un livre de légende, parce que c'est un livre qui est une apologie du nettoyage ethnique. Josué va dans les villes, il massacre tous les impies, mais ça n'a pas existé. Amalek, aujourd'hui, les Palestiniens sont traités d'Amalécites, et dans la Bible, il y a « tue Amalek, tue ses femmes, ses enfants, ses troupeaux ». Amalek n'a pas existé. Même le royaume de David et Salomon, à l'époque présumée de David et Salomon, Jérusalem était un petit village de l'âge de fer de quelques centaines d'habitants. Donc vous pouvez oublier le grand temple et la reine de Saba aussi. Alors quand je dis ça, quand je déconstruis cette histoire, c'est pour expliquer que ce qui fait à peu près consensus maintenant chez les archéologues et les historiens, c'est que cette terre a toujours été une terre de mélange. C'était un couloir entre l'Égypte et la Mésopotamie, et à quelques kilomètres d'écart, on ne parlait pas la même langue, on n'avait pas les mêmes dieux. Donc les Hébreux ont été un peuple autochtone parmi d'autres, mais tout le fatras qui a été lancé qui est raconté dans la Bible, c'est dans le livre, qui est à respecter comme livre religieux, mais ce n'est pas de l'histoire. Je saute 1000 ans, 70 après Jésus-Christ, le futur empereur Titus prend Jérusalem, détruit le temple, et selon les sionistes, des milliers, des centaines de milliers, des millions, disent-ils, de juifs se seraient répandus partout dans le monde connu, donc essentiellement autour de la Méditerranée, et nous serions leurs descendants. Je discutais là tout à l'heure avec un ami palestinien qui est dans cette salle. Vous voyez que je n'ai pas le type proche-oriental, donc non, nous ne sommes pas les descendants des Judéens de l'Antiquité, nous sommes les descendants de convertis de différentes époques et de différentes régions. Pour les juifs maghrébins, essentiellement des berbères convertis au judaïsme vers le 4, 5, 6e siècle après Jésus-Christ. Pour les juifs ashkénazes dont je suis, un mélange probablement de colons romains qui étaient dans la vallée du Rhin et des juifs de l'empire khazar, puisque c'est un empire turco-slave qui s'est converti au judaïsme entre le 8e et le 10e siècle. C'était un empire entre mer Noire et mer Caspienne. Et il y a eu des conversions au judaïsme dans d'autres régions. Il y a eu un royaume juif au Yémen, au Kurdistan. Donc il y a eu des conversions. Les juifs sont des descendants essentiellement de convertis. Et qui sont les descendants des Judéens de l'Antiquité? C'est ceux qui n'ont jamais bougé, qui sont à peu près restés sur place, c'est-à-dire les Palestiniens. Bien sûr, il y a eu des apports divers. Il y a des Soudanais ou des Arméniens qui sont arrivés, ou des Tcherkesses qui sont arrivés en Palestine, mais globalement, le peuple palestinien, c'est le descendant des Judéens de l'Antiquité. Donc on comprend que dans la théorie sioniste de l'exil et du retour, nous avons été chassés de chez nous, et après 2000 ans, nous rentrons chez nous. C'est une construction historique, c'est un roman national meurtrier, mais qui n'a pas le début d'une véracité. Quand bien même nous serions les descendants des Judéens de l'Antiquité, si n'importe qui peut dire « mes ancêtres ont vécu là il y a 2000 ans, donc c'est à moi, et toi de là que je m'y mette », on comprend bien que ce serait la guerre généralisée partout. Mais en plus, c'est faux. Sur la Palestine, cette terre a été successivement majoritairement juive, puis majoritairement chrétienne après la destruction du temple, puis majoritairement musulmane après la conquête arabe du 7e siècle. Grosso modo, pendant plus d'un millénaire en Palestine, il y aura 80% de musulmans de rite sunnite, 15% de chrétiens de différentes églises et 3-4% de juifs. Ces trois religions monothéistes, bon, il n'y avait pas de conscience nationale palestinienne, ça n'existait pas encore à l'époque, ils ont subi diverses occupations, mais ils avaient la conscience d'être les gardiens des lieux saints des trois religions monothéistes, et ils vivaient en bonne intelligence. Leila Chaïd a témoigné sur son grand-père, qui est le dernier maire de Jérusalem de l'époque ottomane, et qui, dans le conseil municipal de Jérusalem, les trois religions cohabitaient en harmonie et géraient les lieux saints. Troisième idée que je veux enlever, la question religieuse.
Aujourd'hui, ceux qui s'expriment au nom de la religion juive sont des fascistes. Je pèse mes mots. Quand le grand rabbin Corsia en France dit Israël doit finir le travail à Gaza, c'est un éradicateur. Voilà, si je devais employer un mot juif, je dirais c'est un pogromiste. Quand les autorités religieuses israéliennes appellent ouvertement au meurtre des femmes et des enfants, on a une vision épouvantable de la religion. Est-ce que, intrinsèquement, la religion juive, c'était ça? Et la réponse, c'est non. Historiquement, et ça a été la conception majoritaire chez les juifs à peu près jusqu'à 1960, le judaïsme est une religion de l'exil. C'est-à-dire les juifs ont été punis par Dieu pour s'être mal comportés, donc le temple a été détruit, et tant que le Messie ne sera pas arrivé, ils ne seront pas pardonnés et ils n'auront pas le droit de retourner sur cette terre. Donc dans la conception historique du judaïsme religieux, on n'a pas le droit de retourner en Terre Sainte tant que le Messie n'est pas arrivé. Je donne un exemple comment ça a été appliqué. Quand au XIVe siècle les Juifs sont chassés d'Espagne, ils iront pour certains en Afrique du Nord, pour beaucoup ils iront dans l'Empire ottoman, ils iront à Salonique, qui sera pendant longtemps une ville juive, ils iront à Sarajevo, ils iront à Smyrne, ils iront même à Safed en Galilée, ils n'iront pas à Jérusalem, alors que Jérusalem est ottoman parce que c'est interdit dans la religion. La religion juive, donc, est une religion de l'exil, ce n'est pas une religion territorialiste. C'est-à-dire que dans la religion juive, on pouvait étudier la Torah ou commenter le Talmud n'importe où, ce n'était pas lié à un territoire. La phrase « Dieu a donné cette terre au peuple juif », d'abord la phrase complète, c'est « Dieu a donné cette terre au peuple juif à condition qu'il se comporte bien », mais ça veut dire, et l'an prochain à Jérusalem, ça veut dire nos pensées vont vers Jérusalem, comme celles des musulmans vont vers la Mecque. Ça ne veut pas dire je vais à Jérusalem, je chasse les autochtones et j'y fais un État. Le peuple élu, dans la religion juive, c'était celui qui avait le plus de devoirs et pas le plus de droits. Donc on comprend bien que tout ça a été transformé, je vais même plus loin. La langue, l'hébreu, était réservée à la synagogue. Il y avait des langues juives, le judéo-arabe parlé en Afrique du Nord ou au Yémen, le ladino ou judéo-espagnol, un vieil espagnol parlé par les descendants des juifs chassés d'Espagne, le yiddish qui était la langue maternelle de ma mère, mais ce n'était pas l'hébreu, l'hébreu c'était à la synagogue. Alors qu'est-ce qui a changé et qui est-ce qui a transformé cette religion? Cette religion donc va être non sioniste et même complètement anti-sioniste au départ. Le livre que l'UJFP a sorti il y a 2 ans, Antisionisme, une histoire juive, il commence par des textes de religieux juifs à la fin du XIXe siècle qui sont très farouchement opposés au sionisme. Quand Theodor Herzl, le fondateur du sionisme, veut faire le congrès fondateur à Munich, en Allemagne, il y a une pétition quasi unanime de tous les rabbins allemands contre ce qu'ils appellent la folie sioniste, et le congrès fondateur aura lieu à Bâle. Donc, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est le colonialisme. C'est-à-dire qu'en 1920, la Société des Nations donne le mandat de la Palestine à l'Empire britannique, dans des conditions d'ailleurs complètement injurieuses, puisque le texte de la Société des Nations, c'est ce territoire n'étant pas encore assez mûr, la Grande-Bretagne a pour mission de les amener à la maturité. C'est évidemment la conception coloniale de l'époque. Le colonialisme anglais va totalement favoriser l'entreprise sioniste et le grand rabbin de la Palestine mandataire, Avraham Kook, un juif lituanien, va être le premier à faire la synthèse entre sionisme et religion et de dire que l'installation en Palestine, c'est un pas vers l'arrivée du Messie. Mais ces juifs religieux resteront en dehors de l'état-major sioniste, et la guerre de 48, c'est les forces dites laïques qui vont mener le nettoyage ethnique de 1948, les religieux ne vont pas combattre. Le changement, c'est la conquête de 67. En 67, ce sont des généraux tout à fait laïques, voire athées, Moshe Dayan, Yigal Allon, Yitzhak Rabin, qui vont faire la conquête de Jérusalem et de la Cisjordanie. Ils vont aller s'agenouiller au mur des lamentations, et le fait de conquérir les territoires qui étaient ceux décrits dans la Bible vont en quelques mois transformer complètement la religion juive
et faire que le courant sioniste religieux va devenir très rapidement hégémonique. Donc aujourd'hui, ce courant qui s'est complètement construit sur la colonisation, avec le fils du rabbin Kook, qui a fondé le Gush Émonim, le bloc de la foi, ce courant aujourd'hui est totalement hégémonique en France, il est hégémonique en Israël, pas aux États-Unis. Mais donc la religion juive est devenue majoritairement une religion criminelle et une religion colonialiste, ce qu'elle n'était pas au début. Donc moi, misérable athée, je suis quand même très sensible au fait qu'il y a des religieux juifs qui mènent le combat pour essayer de revivifier ce qu'a été le judaïsme des origines. Yaakov Rapkin, un grand intellectuel de Montréal, il a écrit un livre fondateur qui s'appelle l'opposition, au nom de la Torah, l'opposition juive au sionisme. Et à l'UJFP, on a un rabbin, Gabriel Agaï, qui a écrit, c'est très rigolo, on dit que les Juifs attendent le Messie, mais c'est peut-être le Messie qui attend que les Juifs se comportent bien. Voilà. Donc, quatrième point que je vais essayer de déconstruire, la question de l'antisémitisme. Puisque vous savez que quand on tient les propos que je tiens, si on est goy, j'emploie volontairement ce terme, on est instantanément traité d'antisémite, et si on est juif comme moi, on est instantanément traité de juif traître ayant la haine de soi. Je vais commencer par une citation de l'inénarrable Benjamin Netanyahou, qui au Congrès sioniste mondial en 2015 commence en disant « Hitler ne voulait pas tuer les Juifs, c'est le grand moufti de Jérusalem qui lui a soufflé l'idée ». On comprend bien que n'importe quel goy, j'emploie encore volontairement ce terme, aurait dit ça, il aurait été, à juste titre, instantanément traité de révisionniste et de négationniste. Mais quelle est l'idée de Netanyahou? Il s'appuie sur quelque chose qui est vrai, qui est le grand moufti a été un collabo, il a pensé que les amis de mes ennemis sont mes amis, donc il a fait des offres de services peu fructueuses à Hitler. Mais l'idée de Netanyahou, c'est de dire la haine des Juifs, la stigmatisation et le massacre des Juifs, ce n'est pas les chrétiens à l'Europe et en Europe, c'est les musulmans et les arabes. C'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est un contresens absolument total. L'antijudaïsme, il commence avec le christianisme. Les deux religions ont été concurrentes. Vous devez comprendre qu'à l'apogée de l'Empire romain, probablement 15% de la population de l'Empire est juive, mais ce ne sont pas des Judéens. Ce sont des Égyptiens, des Grecs, des Gaulois, des Italiens, des Espagnols, de religion juive. Par exemple, Alexandrie, qui était une des plus grandes villes de l'Empire, était une ville à moitié juive. Philon d'Alexandrie était un juif d'Alexandrie, mais de langue grecque, évidemment, et de toute façon, en Judée, on parlait le grec. Et donc, il y avait donc une énorme partie de juifs. Quand le christianisme va prendre le pouvoir, et le christianisme est issu lui-même du judaïsme, il va prendre de nombreuses mesures contre les juifs. Alors ces mesures, c'est des stéréotypes racistes. Les juifs veulent dominer le monde, les juifs commettent des crimes rituels, les juifs sont un peuple déicide, ça ne sera aboli qu'au Concile Vatican II, en 1965. Ils vont enfermer les juifs dans des quartiers qui prendront le nom de Juderia en Espagne, de ghetto du nom d'un quartier de Venise en Europe. Ils vont interdire aux chrétiens les métiers de l'usure et de la banque. Ces métiers vont être donnés aux juifs, ce qui va accroître l'impopularité des juifs, mais la grande majorité des juifs étaient colporteurs, commerçants ou artisans, ils n'étaient pas banquiers, hein. Vous enlevez cette idée de la tête, et surtout, ils vont interdire la possession de la terre aux juifs. Sauf de très très rares exceptions, dans tout le monde chrétien, les juifs n'ont pas le droit de posséder la terre. Dès le premier millénaire commencent les expulsions, notamment en France, en Espagne, et dès l'an 1000 commencent les massacres. La première croisade, avant d'aller massacrer les musulmans en Terre Sainte, se fait la main sur la communauté juive de la vallée du Rhin. Et puis il y a des grands massacres en France, Strasbourg, en Alsace, 1348, 2000 juifs qui sont brûlés. Et les deux grands épisodes de l'antijudaïsme chrétien, c'est l'Espagne, où une énorme partie de la population, peut-être 10-15%, était juive. Ils vont être obligés de se convertir, brûlés pour beaucoup, expulsés en 1492, et les Espagnols iront même jusqu'à rechercher
des chrétiens d'origine juive et les persécuter au nom de la limpieza de sangre, la pureté du sang, c'est-à-dire qu'ils inventeront des siècles avant Hitler des notions raciales. Dans les épisodes de l'anti-judaïsme chrétien, il y a l'Ukraine, Khmelnytsky au XVIIe siècle, probablement 150 000 juifs massacrés par les Cosaques, et ça a laissé un traumatisme énorme chez les Ashkénazes. Et puis probablement le grand nombre de blonds qu'il y a chez les Ashkénazes, c'est les viols de l'époque. Donc à cet anti-judaïsme chrétien, qui est complètement en Europe, ça n'a pas existé dans le monde arabo-musulman. Dans le monde arabo-musulman, les juifs, comme les autres minorités chrétiennes ou même zoroastriennes en Iran, avaient le statut de dhimmi, ça veut dire protégé. Ce n'était pas les citoyennetés, mais en gros, c'était les notables religieux géraient les communautés juives et servaient d'intermédiaires avec le seigneur du coin. Il n'y a pas dans le monde arabo-musulman d'exemple de massacres, de pogroms comparable à tout ce que l'Europe a subi avant l'arrivée du sionisme. Donc bien comprendre que ça c'est spécifique au monde chrétien. À partir du XIXe siècle, à l'anti-judaïsme chrétien va s'ajouter l'antisémitisme racial. Alors c'est quoi les causes? Il y en a une qui est curieuse, c'est qu'à l'ouest de l'Europe, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, les juifs sortent du ghetto et donc ils deviennent une minorité invisible qui va lancer tous les fantasmes contre eux, ils sont partout, ils veulent dominer le monde. À l'est de l'Europe, c'est là que vivent la majorité des juifs. Probablement 60% des juifs du monde entier vivent dans l'Empire russe. Et à l'est de l'Europe, il y a les trois grands empires, l'Empire russe, l'Empire ottoman et l'Empire austro-hongrois, qui commencent à décliner. Et face à eux vont naître plein de nationalismes. Tous ces nationalismes vont prôner l'État ethniquement pur, le projet que le sionisme réalisera plus tard. Donc les Polonais veulent un État polonais, les Serbes veulent un État serbe, les Lituaniens veulent un État lituanien, et dans toute l'Europe, il y a une minorité juive assez importante, environ 10% de la population dans ce qui était la zone de résidence de l'Empire russe entre mer Baltique et mer Noire. Et donc tous ces nationalismes-là vont être antisémites. Et puis, en même temps, le tsar lance dès 1881 une politique antisémite, une politique de pogrom, qui va avoir des conséquences extrêmement graves. Ça va provoquer l'émigration de plusieurs centaines de milliers, y compris de millions, de juifs vers l'ouest, et principalement vers les États-Unis, mais également vers l'Europe occidentale. Et puis dans cet antisémitisme racial, il y a le rôle épouvantable des intellectuels, des journalistes, des historiens, des écrivains, des linguistes, des anthropologues vont inventer, c'est le moment où l'Europe domine le monde, ils ne veulent pas partager les richesses, donc ils vont inventer la notion de race supérieure et de race inférieure. Dans le monde colonisé, les races inférieures, ce sont les Noirs, les Arabes, les Indiens, et en Europe, ce sont les Juifs et les Tziganes. Et évidemment, il n'y a pas de race. Ces racialistes, ils sont un peu connus. Il y a des Français, Vachier de la Pouche, Gobineau. Il y a des Anglais, Stuart Chamberlain. Et il y a un Allemand, Wilhelm Marr, et c'est lui qui invente le mot antisémite. Alors je dis qu'il invente parce que s'il y a bien des langues sémitiques, l'arabe, l'hébreu, l'araméen sont des langues sémitiques. S'il y a bien eu des peuples sémitiques dans l'Antiquité, les Juifs ne sont pas des sémites puisque ce sont des descendants de convertis. Et quand mes amis arabes me disent comment on peut nous traiter d'antisémites quand nous-mêmes on est sémites, je leur dis les Égyptiens, les Berbères n'ont rien à voir avec les sémites. Et même le mot Palestine vient des Philistins qui n'étaient pas des sémites non plus. Donc sémite, antisémite, c'est le mot de l'ennemi, mais comme il s'est imposé, on parlera d'antisémitisme, mais c'est un mot impropre, je tenais quand même à le dire. Alors je vais parler du sionisme, mais en décrivant quel est l'état du monde juif quand il va apparaître, c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle. À l'ouest, il y a des juifs qui ont conquis des droits, mais qui subissent le racisme et qui se battent pour l'égalité des droits. Quelque part, le capitaine Dreyfus est assez représentatif de ça. À Vienne, par exemple, il y a 300 000 juifs dans une ville de 3 millions d'habitants. Ils auront un maire antisémite pendant 15 ans, Karl Lueger, et ils se battent pour l'égalité des droits. Les religieux, ils sont toujours dans les yeshivot, les écoles religieuses, ils étudient, ils sont hors du monde. Et pour eux, comme
Les Juifs ne sont pas pardonnés par Dieu, ils sont complètement hors du champ politique. Et puis, à l'est de l'Europe, où vit la majorité des Juifs, il va y avoir, à cause du déclenchement de l'antisémitisme, il va y avoir une forte perte de religion, parce que beaucoup de Juifs n'acceptent pas de subir l'antisémitisme comme les religieux veulent l'imposer. Donc beaucoup vont abandonner la religion et beaucoup vont adhérer à des partis progressistes, révolutionnaires. Vous ne comprenez pas la révolution russe si vous ne voyez pas la question juive au milieu. Vous aurez énormément de juifs dans tous les partis révolutionnaires, bolcheviques, mencheviques, socialistes révolutionnaires, anarchistes, sociodémocrates, tout ce que vous voulez, et avec une forte perte de religion. Nous, quelque part, à l'Union juive française pour la paix, on se veut les descendants de cette période où une majorité de juifs considéraient que leur émancipation comme minorité opprimée passait par l'émancipation de l'humanité. Il y aura même en Europe orientale un parti révolutionnaire juif, le Bund, parti révolutionnaire juif athée, pour ceux qui pensent que juif ce n'est qu'une religion, ils étaient athées, profondément juifs. Ils prenaient l'autonomie culturelle avec un mot yiddish qu'on pourrait traduire par icité, c'est-à-dire nous sommes ici, et ici nous aurons l'égalité des droits, sans territoire. C'est-à-dire, je pense qu'en plus, les idées qu'ils ont défendues sur l'autonomie culturelle me paraissent très actuelles par rapport à toutes les minorités en Europe à qui on n'accorde pas ce droit-là. C'est dans ces conditions que le sionisme va apparaître. Dès le début, c'est le parti de la bourgeoisie. C'est-à-dire, il va naître dans la bourgeoisie juive viennoise. Et ce que vous devez bien comprendre, c'est dès le début une théorie de la séparation. Théodore Herzl et ses amis disent « Juifs et non-juifs ne peuvent pas vivre ensemble, ni dans le pays d'origine, ni dans l'État juif que nous allons construire. Nous devons nous séparer. Vous ne comprenez pas ce qui se passe à Gaza si vous n'avez pas cette idée. C'est l'idée fondatrice du sionisme. Les massacres épouvantables qui ont lieu aujourd'hui à Gaza, c'est avec l'idée nous ne voulons pas et nous ne pouvons pas vivre avec ces gens-là. C'est eux ou nous, donc ce sera nous. Donc c'est au départ une théorie de la séparation, le sionisme. C'est aussi un colonialisme, et le colonialisme à l'époque est complètement dominant, même à gauche, il y a très peu de gens de gauche qui comprennent ce qu'est le colonialisme et qui le combattent, mais le colonialisme sioniste est particulier. C'est un colonialisme qui ne vise pas à exploiter le peuple indigène, il vise à l'exploiter, à l'expulser ou à l'enfermer, dès le début. Et c'est la fameuse phrase d'Israël Zangwill, il nous faut une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Quand les sionistes vont choisir la Palestine, ils la choisissent avec l'espoir d'avoir les religieux avec eux. Ils n'auront les religieux que 60 ans après. Mais quand ils décident que c'est la Palestine, il n'est pas question de s'adresser aux Palestiniens. Et dès le début, j'en parlerai un peu après, les institutions sionistes sont des institutions pour juifs seulement, qui ignorent ou qui visent à expulser le peuple autochtone. Le sionisme se dit être un nationalisme, mais c'est aussi un drôle de nationalisme. C'est un nationalisme qui a inventé le peuple, la langue et la terre. Le peuple juif, c'est une notion religieuse, mais dire qu'un juif lituanien et un juif yéménite, c'est le même peuple, ça n'a pas de sens. Il n'y a aucune unité, ni de territoire, ni de langue, ni de coutume, ni de façon de vivre. Il a inventé la langue, il y a des langues juives, mais ce n'était pas l'hébreu qui était réservé à la synagogue, et il a inventé la terre, les religieux attendaient le Messie, et les juifs se battaient sur place pour l'égalité. Et il faut bien que vous compreniez que le sionisme fait une cassure dans l'histoire juive. Jusqu'à présent, les juifs, ce n'est pas une histoire de territoire. On est juif n'importe où, indépendamment d'un territoire, qu'on soit laïque ou qu'on soit religieux. Et le sionisme va créer juif égale une terre. Et c'est là le début de l'horreur que nous sommes en train de vivre maintenant depuis plus d'un siècle. C'est cette idée de territorialisme qui va déboucher sur l'État ethniquement pur. Alors justement, ce nationalisme sioniste, il va copier les pires tares des nationalismes antisémites des pays de l'Est où les Juifs étaient en nombre, en prenant l'État juif ethniquement pur. Ce que vous avez aujourd'hui en Israël, c'est la réalisation de cette utopie meurtrière. Autre idée qu'on a souvent, le sionisme a combattu l'antisémitisme. La réponse est non. Dès le début, Théodore Herzl est persuadé que l'antisémitisme est inéluctable, que ce n'est pas la peine de le combattre.
Et donc il va aller voir tous les dirigeants antisémites de l'Europe en leur disant « Votre intérêt et le mien est le même, que les Juifs quittent l'Europe ». Herzl sera l'ami d'Édouard Drummond, le chef des anti-Dreyfusards, hein, celui qui avait son sale canard, la France juive, la libre parole. Et Drummond, qui avait lu l'ouvrage d'Herzl, dit Judenstaat, l'État des Juifs, écrira dans son torchon antisémite « Ce monsieur fait notre bonheur en faisant le sien ». Herzl accompagnera l'empereur Guillaume II d'Allemagne dans un voyage en Palestine, et Guillaume II griffonnera à son ministre de l'Intérieur « Ne mettez aucun obstacle à quelqu'un qui veut nous débarrasser des Juifs ». Herzl rencontrera en 1903 Vyacheslav Plehve, le ministre de l'Intérieur du Tsar, celui qui avait organisé les pogroms. Alors il se trouve que mes deux grands-mères paternelles et maternelles ont été des survivantes du plus célèbre des pogroms, qui est le pogrom de Kishinev en 1903. Herzl rencontre Plehve et les deux hommes tombent d'accord sur l'idée que les Juifs russes doivent quitter la Russie, et Plehve intercédera auprès du sultan ottoman pour favoriser l'entreprise sioniste. Et parmi ces antisémites qui vont être sionistes dès le début, il y a ceux qui sont complètement d'actualité aujourd'hui, les chrétiens évangélistes. Alors ça vient du protestantisme anglais. Dans tout le protestantisme, la Bible a été traduite dans la langue du coin, donc la Bible a été traduite en anglais, et au XVIIe siècle apparaît une théorie comme quoi les Juifs doivent retourner en Terre Sainte pour favoriser le retour du Christ, et puis se convertir à la vraie foi, sinon ils disparaîtront. Ces chrétiens sionistes sont violemment antisémites. Parmi ces chrétiens sionistes, il y avait Arthur Balfour. Il est Premier ministre de Grande-Bretagne en 1905. Il édicte des lois contre les Juifs polonais qui viennent semer la révolution à Londres. Et 12 ans après, il envoie une belle lettre à Lord Rothschild, le financier du mouvement sioniste, en lui disant « On va vous donner cette terre qu'on n'a pas encore conquise ». Il n'y a pas de contradiction entre le Balfour antisémite et le Balfour sioniste. Si je reprends ce qu'a écrit Hannah Arendt, pour les antisémites, les Juifs étaient des parias asiatiques inassimilables en Europe, et les sionistes en ont fait des colons européens en Asie. Et c'est ça que vous devez bien comprendre. L'antisémitisme, il a frappé les Juifs parias, il n'a pas frappé les Juifs colons. Donc quand les colons disent « Ah, vous êtes antisémite parce que vous êtes antisioniste », non, nous sommes anticolons, nous sommes anticolonialistes, d'accord? L'antisémitisme, il a frappé les parias, et c'est les parias qui ont été massacrés, les 2 tiers des Juifs européens ont été exterminés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, sionistes et antisémites ont toujours été ensemble, à l'exception des 6 années du génocide nazi entre 1939 et 1945. Parce que Hitler, en envahissant la Pologne, avait décidé l'extermination. Et aujourd'hui, les chrétiens sionistes sont des millions aux États-Unis. Ils ont une puissance financière et politique absolument incroyable. Ils ont les moyens, et on l'a vu, de faire élire ou de faire battre des députés. Trump est leur homme. Alors Trump n'est pas du tout religieux, mais pour les chrétiens sionistes, il est guidé par la main de Dieu, donc on vote pour lui. Pour vous donner une idée de l'antisémitisme de ces chrétiens sionistes, quand Trump a emmené l'ambassade états-unienne de Tel Aviv à Jérusalem, il a envoyé des chrétiens sionistes pour inaugurer l'ambassade. Donc de mémoire, c'est dans mon livre, John Hagee, qui est un prédicateur texan, a expliqué que Hitler était guidé par la main de Dieu, et Robert Jeffress a expliqué qu'aucun juif ne pouvait aller au paradis, qu'ils iraient tous en enfer. Ce sont ça les amis d'Israël. Et vous devez savoir que la colonisation de la Cisjordanie, pour $1 qui arrivait des Juifs états-uniens, il en arrivait 5 des chrétiens sionistes. Elle a été essentiellement financée par des antisémites, les grandes colonies, les blocs de colonies, Ariel, Gush Etzion, Ma'ale Adumim, tout ça, ça a été financé par des antisémites. C'est quand même quelque chose que vous devez savoir. Autre idée que je veux évacuer, on s'imagine souvent que la création d'Israël, c'est une réparation du génocide nazi. C'est fou. Ce qui est vrai, c'est que probablement, sans le génocide, il n'y aurait pas eu le rapport de force politique qui a fait que tous les pays de l'Est et de l'Ouest, en 1948, ont appuyé la création de l'État d'Israël. Je rappelle que le premier pays qui reconnaît Israël, c'est l'URSS,
et que la Haganah a gagné la guerre en 1948 avec des armes tchèques, donc il n'y avait pas que les Occidentaux qui ont soutenu ce projet, mais vous vous enlevez de la tête que c'est ça qui est déterminant. Ce qui est déterminant, c'est que plusieurs décennies avant Auschwitz, les sionistes ont créé les institutions qui ont expulsé le peuple palestinien de son propre pays. Alors je donne des dates, hein, la banque coloniale juive, 1898, celle qui achète les terres aux féodaux pour chasser les paysans. Le KKL, Keren Kayemet Israël, le Fonds national juif, il écrit en 1901. C'est lui qui plante des arbres là où il y avait des villages palestiniens, et l'article numéro 1 de ses statuts, c'est la judéisation de la terre. Et il faut comprendre qu'il n'était pas possible de conquérir la Palestine avec un colonialisme individuel, pour des raisons démographiques. Au moment de la déclaration Balfour, il y a à peine 10% de la population de la Palestine qui est juive. Donc il fallait une colonisation collective, et c'est, puisque je suppose que je suis dans une assemblée plutôt de gauche, c'est un syndicat qui a été l'instrument numéro 1 de l'expulsion des Palestiniens. La Histadrout, syndicat général des travailleurs juifs, créé en 1920, dont le premier secrétaire sera David Ben Gurion. L'article numéro 1 de la Histadrout, c'est la défense du travail juif. Donc la Histadrout était évidemment interdite aux non-juifs. La première action que va faire la Histadrout en 1921, c'est un appel au boycott des magasins arabes, boycotter les magasins arabes, acheter juifs. Et c'est la Histadrout qui va créer les institutions du futur État d'Israël. Alors la compagnie Mekorot des eaux, celle qui vole l'eau des Palestiniens en Cisjordanie, fondée par la Histadrout. La compagnie Tzim de navigation, celle qui exporte les produits des colonies, fondée par la Histadrout. La compagnie Eget des bus, fondée par la Histadrout. La compagnie Solel Bonnet des travaux publics, celle qui a construit les colonies, fondée par la Histadrout. Les caisses d'assurance retraite et les caisses d'assurance maladie, fondées par la Histadrout, qui doit plusieurs centaines de millions de shekels aux Palestiniens qui ont été obligés de cotiser quand ils ont travaillé en Israël et qui n'ont jamais vu la couleur de ce pourquoi ils ont cotisé. C'est la Histadrout qui va fonder l'agence juive, celle qui installe les colons, et Ben Gurion passera de la Histadrout à la direction de l'agence juive. C'est la Histadrout qui va fonder les deux plus grandes banques du pays, la banque Leumi, la banque Apoalim, et c'est la Histadrout qui va fonder la Haganah, l'armée, l'ancêtre de Tzahal, et l'armée génocidaire. Et en 1939, la Haganah, elle a 21 000 hommes en armes. Elle a aidé à réprimer la grande révolte palestinienne. Donc, vous devez comprendre qu'il y avait un État, bien avant la création de l'État d'Israël, il y a, avec le parapluie du colonialisme anglais, il y a un proto-État qui existe, qui est complètement autonome, on appelle ça le Yishuv, qui faisait des élections, qui était complètement autonome, qui dispose de tout, y compris d'une armée. Donc l'État d'Israël a sans doute été créé en 1948, mais le proto-État, il a été créé plus de 20 ans plus tôt, avec le protectorat britannique et avec l'accord du colonisateur britannique. Il y a souvent une question qu'on pose en disant bon, Netanyahou c'est un fasciste, on a compris, Smotrich et Ben Gvir aussi, mais il y a une gauche. Donc la question qu'on peut poser, c'est existe-t-il une gauche sioniste? On pourrait poser la question, existe-t-il une gauche de l'apartheid? C'est plus clair. Ce que je vais dire sur cette pseudo-gauche sioniste, qui est le courant social-démocrate, il n'y a pas un seul crime contre la Palestine dans lequel elle n'a pas joué le rôle majeur. Et il faut comprendre, elle arrive à la tête du mouvement sioniste à partir de 1920 pour les raisons que j'ai données. Coloniser la Palestine, il faut un colonialisme collectif. Mais d'entrée, elle va être en guerre avec le peuple palestinien. Elle va marginaliser les Palestiniens pendant tout le mandat britannique. Elle va participer, la Haganah, à la répression de la grande révolte palestinienne de 1936. En 1940, alors elle a même signé des accords avec les nazis, c'est dans mon livre, je ne vais pas m'étendre dessus, les accords de Havara en 1933, signés entre l'agence juive et le nouveau gouvernement nazi en Allemagne. En 1942, on est en plein génocide nazi, il y a un congrès sioniste mondial à New York, à l'hôtel Whitmore. On pourrait s'attendre à ce que la résolution finale soit on mettra tous nos moyens pour vaincre Hitler, et la résolution finale, c'est nous réaliserons un État juif sur l'ensemble de la Palestine.
Dès 1945, la guerre est déclarée contre les Palestiniens et contre les Britanniques, avec la volonté véritablement d'un nettoyage ethnique. Il n'y a plus de débat historique sur la Nakba. Ils peuvent voter toutes les lois aujourd'hui disant que antisémitisme, antisionisme, c'est pareil. Les historiens sont formels. Ben Gurion avait déclaré, juste après la guerre de 1948, « Nous n'avons expulsé personne, les Arabes sont partis d'eux-mêmes ». Il avait ajouté « Les vieux mourront, les jeunes oublieront ». C'est-à-dire qu'Israël est né sur le déni, est né volontairement sur le déni du crime fondateur. Les Palestiniens avaient tout de suite dit, que ce soit tous ceux qui étaient dans les camps de toile ou leurs historiens, que 1948 c'était un nettoyage ethnique prémédité. Il faudra attendre 1988, l'ouverture des archives, pour que les historiens israéliens, qu'ils soient sionistes comme Benny Morris, qui pensent qu'il aurait fallu tous les expulser, ou qu'ils soient antisionistes ou non sionistes comme Shlomo Sand, Tom Segev, Avi Shlaim ou surtout Ilan Papé, tous ont confirmé, documents à l'appui, ce qu'avaient toujours dit les Palestiniens. C'était un nettoyage ethnique prémédité, 28 000 morts, 800 000 expulsés, plus de 500 villages détruits. Immédiatement après le vote de la résolution 194 sur le retour des réfugiés, l'interdiction de ce retour, la confiscation des terres qui sont données au KKL, et puis les archives ont montré qu'il y a eu de nombreux crimes de guerre. Si celui qui est un peu le plus emblématique, Der Yassin, est commis par l'extrême droite, il est commis par l'extrême droite, mais c'est le Palmach, le bras armé de la Haganah qui occupe le village juste après. Il y a de grands crimes de guerre commis par des généraux de Ben Gurion, les trois grands généraux de Ben Gurion, qui étaient tous des laïcs, Moshe Dayan, Yitzhak Rabin, Yigal Allon, c'est eux qui ont fait le nettoyage ethnique, c'est eux qui ont fait le crime de Tantoura, si vous avez vu le film, plus d'un village de pêcheurs au sud de Haïfa dont la population a été massacrée, et les corps des victimes sont sous le parking de la plage. Et voilà, ben, Rabin, par exemple, c'est lui qui fait l'évacuation de la ville de Ramleh, et à Tantoura, c'était la brigade Alexandroni dont il avait le commandement. C'est la gauche sioniste qui, en 1956, va attaquer l'Égypte de Nasser, avec la complicité des impérialistes français et anglais, parce que Nasser avait nationalisé le canal de Suez. Au passage, ils vont tuer 500 personnes à Gaza. C'est la gauche sioniste qui, en 1967, attaque. Moi-même, j'étais jeune et bête, j'étais parti travailler en kibbutz, et dans ma propre famille, j'ai su tout de suite que Israël n'était pas du tout encerclé, que la guerre était préparée depuis longtemps, et on m'a expliqué en juillet 67 que la colonisation allait commencer. Et donc vous devez savoir que la colonisation, elle n'a pas été initiée par l'extrême droite, elle a été initiée par la gauche sioniste, notamment par Yigal Allon, qui a fait tous les plans de colonisation. Et dès 67, ils chassent plusieurs milliers de Palestiniens de la vieille ville autour du mur des Lamentations, et ils installent des colonies à Beit Omar et dans la vallée du Jourdain. Alors cette gauche sioniste perdra le pouvoir en 1977, ne l'aura plus qu'occasionnellement après. Pour faire une comparaison avec la France, il y a une certaine gauche qui fait tout le sale boulot, hein, vous voyez, qui nasse les manifestations, qui casse le droit du travail, qui réprime, et puis quand elle a terminé son rôle historique, ben, il y a les autres qui arrivent derrière et qui ramassent tout. Comme dirait Jean-Marie Le Pen, les électeurs ont toujours préféré l'original à la copie, et c'est ce qui est arrivé à la gauche sioniste. Elle a épuisé son rôle, elle a créé un monstre, et quand le monstre a été créé, ben, elle a été mise sur la touche parce qu'on n'avait plus besoin d'elle, et le monstre a continué sans elle. Mais elle porte une responsabilité totale. Je vous livre juste, avant de parler de la droite, une phrase de Golda Meir, qui était Premier ministre pendant plusieurs années, ça date de 1974, il y a 50 ans. Nous ne pardonnerons jamais aux Arabes de nous obliger à tuer leurs enfants. La gauche sioniste, c'est ça. On va passer à la droite. Quand on parle d'une droite en France, il y a des droites nationalistes, conservatrices, libérales. La droite israélienne est dès le départ une droite fasciste. Alors quand je n'emploie pas un mot à la légère, je sais ce que c'est que le fascisme. Elle naît en 1920 d'une scission du mouvement sioniste. C'est Vladimir Jabotinsky, un juif d'Odessa, qui crée un courant qu'il appellera lui-même le courant révisionniste.
Dès le début, ce courant révisionniste est fasciné par la violence qui va être exercée contre tout le monde, surtout contre les Palestiniens, et il est fasciné par le régime fasciste italien. Mussolini parlait avec tendresse de notre fasciste juif Jabotinsky. Jabotinsky, la radio des révisionnistes était à Civitavecchia en Italie fasciste. Jabotinsky fonde une milice qui s'appelle le Bétard, qui existe toujours. Le Bétard s'entraînait en Italie fasciste à la fin des années 30. Pour mémoire quand même, hein, le CRIF, aujourd'hui, maintenant c'est Jonathan Arfi, avant c'était François Khalifa. François Khalifa qui a dirigé le CRIF pendant 7 ans, c'est un ancien du Bétard. Donc il vous accuse d'être antisémite, mais lui il appartient à un mouvement qui s'entraînait en Italie fasciste à la fin des années 30. Cherchez l'erreur. Hein. Ces révisionnistes vont créer plusieurs mouvements extrêmement violents, dont l'Irgun, dont le premier dirigeant emblématique sera Menachem Begin. L'Irgun va commettre de nombreux crimes contre la population palestinienne pendant la révolte palestinienne de 1936. En 1939, les Britanniques ont peur, la guerre mondiale approche, les Britanniques ont peur que le monde arabe les abandonne et ils décident d'arrêter l'immigration juive en Palestine. Immédiatement, tous les groupes sionistes déclarent la guerre à la Grande-Bretagne, mais Hitler envahit la France et la Haganah et l'Irgun arrêtent la guerre contre les Anglais. Mais il y a une scission qui apparaît dans l'Irgun de Menachem Begin. Il y a un groupe encore plus violent, le Lehi, ou groupe Stern, qui se crée et qui va continuer à tuer des soldats britanniques pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils vont même faire des offres de collaboration aux nazis. Ils vont distribuer en 1940 un tract en expliquant que le sort des Juifs sous mandat britannique à Tel Aviv est bien plus tragique que le sort des Juifs du ghetto de Varsovie. Et pendant toute la Deuxième Guerre mondiale, ils vont tuer des Britanniques. Ils vont tuer Lord Moyne, le haut commissaire britannique au Caire, en 1944. Après la guerre, ils tueront le comte Bernadotte. Or, qui dirigeait ce groupe? Une espèce de poète un peu fou, Avraham Stern, qui sera tué par les Britanniques en 1942, et qui prend la succession, le futur Premier ministre Yitzhak Rabin. Donc vous devez savoir qu'Israël a été dirigé pendant 7 ans, les 7 ans pas Rabin, Shamir, pardon, Yitzhak Shamir, excusez-moi. Donc Yitzhak Shamir qui prend la succession d'Avraham Stern, il sera Premier ministre dans les années 80-90, et pour moi, quelqu'un qui tuait des soldats britanniques en 42-43, c'était pas seulement un fasciste, c'était un collabo. Israël a été dirigé par un collaborateur pendant 7 ans. Je mâche mes mots, mais c'est une réalité historique totalement évidente. Cette extrême droite, elle sera très minoritaire aux premières élections israéliennes de 1949, 12-13% des voix, et 30 ans plus tard, elle prend le pouvoir. Alors là aussi, ça concerne la France. Comment une extrême droite devient majoritaire? Il faut conquérir les différentes strates de la société. Par exemple, en France, on voit qu'il y a un certain parti qui est devenu majoritaire pour le vote des ouvriers. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. En Israël, qu'est-ce qui s'est passé? L'extrême droite est devenue majoritaire chez les religieux, ce qu'elle n'était pas, mais c'est la colonisation qui l'a permis. Chez les colons, ça paraît évident, mais les colons sont quelques poignées au début, ils sont 900 000 aujourd'hui, et une moitié des colons sont des banlieusards, ils votent quand même à l'extrême droite. Elle est devenue majoritaire chez les séfarades et les misrahim, donc les juifs issus du monde arabe, qui ont subi beaucoup de discrimination et de racisme en Israël, mais Israël n'est pas le seul pays où les discriminés votent à l'extrême droite. L'exemple de la France ou des États-Unis, vous voyez toujours ce que je veux dire. Ils ont conquis l'extrême droite en Israël, le vote russe. Les Russes étaient plutôt des laïcs, on les a mis dans les colonies, ils sont devenus des colons extrêmement agressifs. Et ils ont conquis l'armée. L'armée, au départ, c'est des généraux laïcs, et ça va devenir des soudards religieux, mais issus du travaillisme. Que ce soit Ariel Sharon, Rehavam Zvi ou Raphaël Eitan, dans leur jeunesse, ils étaient au Palmar, qui était le bras armé de la Haganah, et ils sont passés à l'extrême droite religieuse. Donc, voilà, ça nous dit un petit peu ce qui nous attend, hein, mais j'essaie d'expliquer comment dans un pays, l'extrême droite peut devenir idéologiquement majoritaire, et elle l'est aujourd'hui complètement en Israël. Je vais dire un mot sur Oslo, en enlevant peut-être quelques illusions aux
Oslo, ça a été une gigantesque supercherie. J'ai eu la chance de rencontrer des négociateurs palestiniens et sur les discussions de Madrid et sur Oslo. Et à Oslo, on a parlé des prisonniers, on n'a rien signé. On a parlé de la colonisation, on n'a rien signé. On a parlé du retour des réfugiés, on n'a rien signé. Et on a parlé de Jérusalem, on n'a rien signé. La seule chose qui a été signée à Oslo, c'est la coopération sécuritaire, c'est-à-dire l'obligation pour l'occupé d'assurer la sécurité de l'occupant. Et donc ce qui arrive aujourd'hui, l'espèce de caricature qui est devenue l'autorité palestinienne, pour ceux qui sont allés en Cisjordanie, vous aurez entendu, en tout cas moi je l'ai entendu, vous avez eu votre Pétain, nous avons le nôtre, ou nous aurions aimé avoir un seul ennemi et pas deux. Sauf que ça a été signé à Oslo. Oslo, il faut comprendre qui était Rabin. Rabin, c'est l'homme du nettoyage ethnique de 48. C'est l'homme qui, en 76, fait la répression quand on célèbre la journée de la terre, la révolte des paysans de Galilée, c'est Rabin qui est à la répression. Rabin, c'est l'homme qui envoie l'armée israélienne à Tunis contre le siège de l'OLP en 1984. Ils tueront le numéro 2, le numéro 3 de l'OLP. Bizarrement, ils épargneront le numéro 4, un certain Mahmoud Abbas. Mais Rabin, c'est l'homme de la répression de la première intifada, 1000 morts quand même. Il aura cette déclaration brisez-leur les os et le dos, et il déclarera sur Gaza je n'ai qu'un seul souhait, c'est que Gaza soit englouti par la mer. Et pourquoi il signe les accords d'Oslo? Parce que les États-Unis, l'URSS s'étant écroulé, veulent remodeler le Proche-Orient sous domination américaine. Mais sachez quand même qu'entre la signature des accords d'Oslo, septembre 93, et l'assassinat de Rabin, novembre 95, Rabin installe 60 000 nouveaux colons. De quelle paix s'agissait-il? 2 mois avant son assassinat, Rabin signe avec Arafat la création de zone A, zone B, zone C en Cisjordanie. La zone C qui est entièrement sous domination de l'armée israélienne et qui représente 62% de la superficie de la Cisjordanie. De quel État s'agissait-il? Donc voilà, c'était une gigantesque escroquerie, mais elle a permis à la communauté internationale de sommer les Palestiniens pendant des années, de continuer le processus de paix. C'est évidemment de la novlangue, c'est-à-dire qu'on les a obligés de capituler. En 2002, il y a les dernières négociations. C'est Ehud Barak, le dernier Premier ministre travailliste, qui y est. C'est Charles Anderlin qui raconte ça dans Le Rêve brisé. Il est en face de Clinton Arafat est en face de Clinton et d'Ehud Barak. Barak lui dit on va vous donner un État palestinien, la capitale ce sera Abu Dis, bon c'est pas Jérusalem, c'est pas grave, c'est à 15 km. Les réfugiés on en prend 15 000, les prisonniers on va en libérer quelques-uns, les colonies vous n'y pensez pas, on garde les blocs, on va juste enlever 2 ou 3 colonies et vous signez. Arafat dit je ne signe pas, Clinton le prend au collet en lui disant tu signes ou tu es un homme mort et on te fera porter la responsabilité de l'échec. C'est ce qui s'est passé. Et Barak, le dernier Premier ministre travailliste, vient à la télévision et dit nous avons fait des offres généreuses aux Palestiniens qu'ils ont refusées, nous n'avons plus de partenaires pour la paix. Et c'est ça qui fera glisser définitivement la majorité de l'opinion israélienne du côté de la guerre à outrance contre les Palestiniens. Donc, on est depuis 20 ans dans une situation qui annonçait ce qui va arriver maintenant, et c'est à Gaza que vont avoir lieu les crimes les plus violents. Mais en Cisjordanie, par exemple, depuis le 7 octobre, on en est à 900 morts, on en est à 2 camps, Tulkarem et Jenin, qui ont été complètement vidés et détruits par l'armée israélienne. J'ai vu l'immeuble dans lequel j'avais dormi à Jenin, il ne reste rien. Mais je vais vous parler de Gaza. Donc, il y a ce livre qui en parle beaucoup. Gaza, j'y ai été 2 fois, je vous ai dit 2013-2016. On ne sort pas indemne d'un voyage à Gaza. La 2e fois, j'ai séjourné assez longtemps. On a rencontré en tant qu'Union juive française pour la paix les dirigeants de tous les partis politiques à Gaza. Alors, je vais en parler, d'abord comprendre. Gaza,
c'est 80% de réfugiés. Quand on oublie ça, on n'a rien compris. C'est-à-dire que quand vous interrogez les gens, à part ce qu'on pourrait appeler les Gazaouis de souche, qui sont souvent des familles rurales, sinon c'est une population de réfugiés. Quand ils vous parlent de tous les endroits dont on a changé les noms et dont leurs parents sont venus, Bersabé qui est devenu Beersheva, Ascalon qui est devenu Ashkelon, etc., Jaffa qui est devenu un faubourg de Tel Aviv, et c'est de là qu'ils sont venus, de toute cette zone-là. Gaza, c'est 2 300 000 habitants, 100 000 de moins maintenant probablement avec le massacre, qui sont enfermés par terre, par mer et par air. C'est-à-dire c'est une prison à ciel fermé. À Gaza, depuis maintenant 20 ans, la mort arrive de tous les côtés. Elle arrive par les F-16 ou les F-18, elle arrive par les hélicoptères Apache, par les tanks, par les vedettes maritimes, par les tourtueuses, sur toute la frontière orientale, la barrière. Israël a installé des tourtueuses, un mélange de Moyen-Âge et de science-fiction. Ça fait 20 mètres de haut, il y a un champignon en haut, il n'y a personne dedans, c'est téléguidé, et de temps en temps, le champignon s'ouvre et tire sur des paysans qui se sont approchés de la barrière ou sur quelqu'un qui est venu ramasser des morceaux de métal, parce que tout se recycle à Gaza. Gaza, comme toute la Palestine, c'est une population incroyablement éduquée. En Palestine, il y a 1% d'illettrisme, peut-être moins. En Égypte voisine, il y en a 35%. Et pour avoir été contrôlé dans le Sinaï par une armée d'illettrés, vous voyez tout de suite la différence. Gaza, l'école est gratuite, en gros, du cours préparatoire au bac. C'est l'école de l'UNRWA ou l'école du gouvernement, payée par Ramallah. Avant, il y a un nombre incroyable d'associations qui s'occupent du préscolaire ou du périscolaire, pas seulement des associations de femmes. Et après, même s'il n'y a pas de travail, les familles se saignent pour envoyer leurs enfants le plus loin possible à l'université. Les statistiques que j'ai de 2016, c'était 100 000 étudiants dans 6 universités, 21 000 diplômés chaque année, avec une nette majorité de femmes diplômées. Je parlerai après de la question du patriarcat, mais voilà, contrairement aux idées reçues, c'est ça la réalité. Des étudiants qui la plupart du temps ne trouvent pas de travail, mais acceptent de mettre leurs compétences au service de la société pour qu'elle ne s'écroule pas. Je donne un exemple, on visite l'hôpital Al-Shifa, celui qui a été détruit plusieurs fois par Israël, et à l'époque il y a 5000 soignants, plus de 20 000 malades, et une seule psychologue salariée dans tout l'hôpital. Elle nous dit: je ne pouvais pas assumer, donc j'ai pris ma page Facebook, j'ai demandé des psychologues diplômés acceptant de travailler gratuitement à l'hôpital Al-Shifa. Elle a eu 100 réponses, elle ne pouvait pas prendre les 100, elle a fait passer un examen écrit et oral, elle a pris les 26 meilleurs, 23 femmes et 3 hommes, et j'ai interrogé ces gens qui ont des superbes uniformes qu'ils ont payés eux-mêmes, qui paient le taxi collectif tous les jours pour aller au travail. Je dis: pourquoi vous faites ça? Réponse d'une jeune femme dans les 30-35 ans, mère de famille, qui nous dit: on a fait 5 ans d'études, on ne peut pas laisser notre pays s'écrouler, donc on doit mettre nos compétences au service de la société, et un jour le blocus s'arrêtera, et on aura de l'expérience, on aura du travail. Gaza, c'est ça. Autre idée complètement folle, les gens pensent que Gaza, c'est une bande de fanatiques prêts à tuer tout le monde, ou une horrible dictature du Hamas, et que tout le monde courbe la tête. C'est ni l'un ni l'autre. Il y a à Gaza tous les partis politiques, et on les a rencontrés. Donc j'ai rencontré, je ne sais pas s'il est encore vivant, le président du Parlement, Al-Astal, avec un autre député au Parlement. Comme on disait, c'était une discussion franche et cordiale. On avait de gros désaccords, mais on a discuté librement pendant un bon moment. J'ai rencontré la direction du djihad islamique, c'est plus rare. J'ai rencontré la direction du FPLP. Et plus tard, Mariam Aboudaka, que j'ai connue à Gaza, sera arrêtée dans ma voiture à Marseille avant d'être expulsée au Caire par Darmanin. J'ai rencontré le Fatah, qui existe à Gaza, avec d'ailleurs deux discours très contradictoires de ceux qu'on a rencontrés. Et on a rencontré tous les petits partis de gauche, le Parti communiste, le FIDA, le FDLP, etc.
Et le discours unanime, c'était nous sommes contre l'occupation, nous n'avons rien contre les Juifs. Encore une fois, l'anti-judaïsme, c'est en Europe et c'est les Européens, et le crime, il s'est passé ici. Il ne s'est pas passé en Palestine, et les Palestiniens n'ont rien à voir avec cette histoire criminelle. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Le pluralisme, c'est quoi? C'est que vous rentrez dans un taxi collectif à Gaza, c'est « Vive le Hamas !» Ah non, ah bah le Hamas, ce sont des corrompus. Vous êtes invité dans des familles, il y a un enfant qui est au Hamas, il y en a un autre qui est au FPLP, il y en a un troisième qui est au Fatah, et c'est ça la réalité. Et les gens discutent librement sur la question des femmes. Bien sûr que c'est une société patriarcale, mais je peux vous garantir, pour avoir eu des tas de discussions, il y a énormément d'associations féminines, ça discute fort. Il y a des clubs sportifs de femmes. Si vous avez vu le film Il y a la Gaza, on voit l'équipe de football et tout. Il y a énormément de femmes qui dirigent des centres pour les enfants, pour l'éducation populaire et tout. Voilà, c'est une société absolument pas immobile. Et on a eu, avec les francophones de Gaza, à l'Institut culturel français, une discussion sur le patriarcat, une discussion sur la façon d'élever les enfants. Je vous assure, je ne suis pas sûr qu'on aurait des discussions aussi profondes en France. Donc on enlève tout à fait ces images d'Épinal. Gaza a subi des bombardements épouvantables. Alors ils ont été punis d'avoir mal voté. Le vote de 2006, il est le même à Gaza et en Cisjordanie. 39% pour le Hamas, 33% pour le Fatah et 15 listes de gauche. Donc je ne sais pas dans quel pays se trouve la gauche la plus bête, il y a beaucoup de concurrence, mais il est sûr qu'une partie importante du vote Hamas en 2006 est un vote sanction. Et c'est un vote sanction contre deux choses, la corruption qui était devenue galopante depuis le retour de l'autorité palestinienne arrivée de Tunis, et avec notamment Mahmoud Darlan qui avait mis le Gaza coupe réglée, et les accords d'Oslo qui ont été une catastrophe et qui ont provoqué le licenciement de centaines de milliers de Palestiniens. Si la gauche avait représenté une alternative crédible, on peut penser qu'une bonne partie de ce vote sanction serait allée à gauche. Toute ressemblance avec la France est encore fortuite, évidemment. Alors, je vais parler du 7 octobre. Comme on est en France, alors tout de suite, Israël a dit 7 octobre, le plus grand pogrom. C'est une infamie, ce truc-là. Le pogrom, c'est la police d'un État qui attaque une minorité. Le plus grand massacre de Juifs, c'est encore une infamie. Ce ne sont pas les Juifs qui ont été attaqués le 7 octobre, c'est l'occupant. Donc quand on enlève cette notion-là, on ne comprend rien. Même nos radios qui ont parlé des kibboutz progressistes à la frontière de Gaza, moi je les ai vus. Peut-être c'est des gens de gauche, j'en sais rien. Mais quand vous êtes à Houza, devant la barrière, les paysans doivent creuser à 150 mètres ou à 200 mètres de fond pour avoir de l'eau. À Gaza, il n'y a pas d'eau potable. Vous vous lavez les dents, vous vous douchez, c'est salé. C'est pas par manque de chance qu'il n'y a pas d'eau potable, c'est parce que les Israéliens tirent comme des malades sur la nappe phréatique. À Gaza, quand j'y étais, il y avait 4 ou 6 heures d'électricité par jour. Donc il faut s'habituer, et ça fait quand même 20 ans que ça dure, à la pénurie générale d'électricité. Là encore, c'est pas manque de chance. À chaque bombardement sur Gaza, première chose qu'on détruit, la centrale électrique. Deuxième chose, la station d'épuration des eaux. Troisième chose, les fermes à poulets. 3 objectifs militaires, n'est-ce pas? Donc on comprend bien qu'il y a la volonté en face de détruire une société. Donc à Houza, devant la barrière, il faut creuser à 150 ou 200 mètres pour trouver de l'eau acceptable pour l'agriculture. Il faut encore la filtrer pour la boire. Et en face, à 50 mètres, les fameux kibboutz, il y a la pelouse, l'arrosage automatique et la piscine. Donc c'est une gauche, mais légèrement coloniale. C'est-à-dire que si on oublie ça, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Si je dois comparer le 7 octobre à quelque chose, je le comparerai au 1er novembre 1954 en Algérie. Après 124 ans de colonialisme français, qui avait tué un tiers de la population pendant les 40 premières années, eh ben ils ont tué des pharmaciens, des docteurs, des instituteurs. On ne peut pas imaginer que dans une situation coloniale, la société civile de l'État colonial s'estime en dehors de ça. Et c'est ce qui est arrivé, c'est malheureux. Je dirais sur le 7 octobre, Michel Warshawski, grand anticolonialiste israélien, il a dit c'est une cocotte minute qui a explosé. On ne peut pas imaginer qu'avec une situation pareille, une population enfermée depuis autant d'années,
qui n'est jamais sorti de la cage. Ça a pété. On savait que ça allait péter, on ne savait pas ni quand, ni où, ni comment, mais ça a pété. Je citerai Nourit Peled, grande anticolonialiste israélienne, professeur d'université, il y a presque 30 ans. En 1997, sa fille Smadar, qui avait 14 ans à l'époque, meurt dans un attentat du Hamas à Jérusalem. Netanyahou envoie les condoléances à Nourit, ils avaient été en classe ensemble, et elle lui répond « Tu es un monstre, tu es le seul responsable, tu obliges nos enfants à être assassins ou à être assassinés. » Et moi, c'est ma réponse. Donc, on ne mélange pas le colonisé et le colonisateur, on ne mélange pas l'occupé et l'occupant. Mon père était dans le groupe Manouchian, les nazis avaient déclaré que c'était l'armée du crime. Le mot terroriste a été systématiquement utilisé par les dominants contre les dominés. Si terroriste, ça veut dire tuer des civils innocents, évidemment, le 7 octobre est terroriste, mais les Alliés, quand ils bombardent Hiroshima et Dresde, c'est des terroristes, on ne le dit pas. Et la France, quand elle tue 700 000 civils en Algérie pendant la guerre, c'est une armée terroriste, on ne le dit pas. Donc on comprend bien que ces concepts-là sont à réévaluer à la situation qui a été faite. Depuis le 7 octobre, ce qui se passe à Gaza dépasse l'imagination. Il y a plus de journalistes qui ont été tués à Gaza que pendant les 2 dernières guerres mondiales, la guerre du Vietnam et la guerre de Yougoslavie réunies. Tous les hôpitaux ont été pulvérisés. Plusieurs directeurs d'hôpitaux ont été enlevés. Celui de Kamal Adwan est toujours en prison. Celui d'Al-Shifa vient de mourir en prison. Il avait 50 ans. Donc il y a des centres de torture, SDT-Man, dont on a vu les images. Et moi, comme juif, je peux dire, on n'a pas le droit de nier que c'est un génocide. On sait ce que c'est qu'un génocide. C'est défini dans le droit international. Tout ce qu'Israël a entrepris, y compris, surtout depuis 2 mois maintenant, l'organisation de la famine. Ça y est, maintenant, il n'y a plus rien à bouffer. Ils sont en train d'épuiser les dernières boîtes de conserve et ils en sont à essayer de ramasser de l'herbe comestible ou des choses comme ça. Donc, quand on amène une population complète à ce niveau-là, quand les dirigeants politiques disent que les Palestiniens sont des animaux humains, quand le président de la République, issu du Parti travailliste, dit que personne n'est innocent à Gaza et qu'il faut aussi tuer les femmes et les enfants, qui, comme par hasard, c'est 70% des morts, tout ça, ça s'appelle un génocide. Et on a comme urgence absolue aujourd'hui de faire arrêter ça. On sent un frémissement léger, mais ce n'est pas suffisant. Il y a, question qu'on m'a souvent posée, pourquoi l'Occident et le monde arabe soutiennent Israël? Pour l'Occident, ça n'a rien à voir avec les Juifs. On prétend que, par exemple, pour l'Allemagne, c'est qu'elle veut se repentir de ce qu'elle a fait aux Juifs. Non. D'abord, si on veut se repentir, on ne fait pas payer la chose aux Palestiniens qui n'avaient rien à voir avec ça. Non, c'est la raison fondamentale, c'est que Israël, c'est l'État des dominants. C'est un pays qui est un morceau d'Europe installé au Proche-Orient. C'est une revanche coloniale. Les Algériens nous ont foutus dehors. C'est un pays qui montre l'exemple comment on peut mater des populations réputées dangereuses. C'est une start-up technologique qui invente les armes les plus perfectionnées. Si vous avez vu le film de Jotan Feldman, j'ai oublié le nom du film, qui montre, The Lab, le laboratoire, qui montre comment les armées et les polices du monde entier viennent en Israël pour se former. Même la police de Lula était venue se former en Israël pour attaquer les bidonvilles avant les Jeux Olympiques de Rio. Voilà, il joue ce rôle-là pour tenir le Proche-Orient. Il faut avoir les États du Golfe, les monarchies esclavagistes et pétrolières, et il faut avoir Israël. Et c'est ça qui se passe. Pourquoi le monde arabe n'est pas avec la Palestine? Les peuples arabes le sont. Il y a des manifestations monstres à Rabat ou à Amman, dans des pays qui ont normalisé. Mais les dirigeants arabes, autrefois c'était Nasser, donc c'était des bourgeoisies nationales anti-impérialistes, et aujourd'hui c'est des États féodaux complètement liés au capitalisme. C'est un modèle esclavagiste, et ce modèle, c'est le même modèle que celui qui domine Israël. Donc les accords d'Abraham, c'est assez logique. Ceux qui sont les pires, c'est les Émirats arabes unis, dont le ministre des Affaires étrangères a déclaré « Ce qui se passe à Gaza nous pose problème, mais on saura le surmonter ». Ça en dit long. Je termine. Comment on peut en sortir? Évidemment, si j'avais la réponse, je vous la donnerais. Alors, je vais faire plusieurs périphrases.
La solution à deux États, ni possible ni souhaitable. Pas possible parce que n'importe qui va là-bas et qui franchit la ligne verte, donc la frontière internationalement reconnue, va se demander on le met où l'État palestinien, puisque dès qu'on rentre en Cisjordanie, il y a partout 700 km de murs qui encerclent toutes les villes et les villages palestiniens, sont encerclés par le mur et les colonies. La Palestine n'est même plus un archipel, c'est un confetti. Donc il y a 900 000 colons dont la moitié sont armés. Pas possible. Pas souhaitable pour plein de raisons. Parce que le sionisme, c'était l'idéologie de la séparation. La séparation a mené au fascisme. Et donc il faut en finir avec la séparation. Si jamais on doit donner deux États, on ne comprend pas, alors qu'il y a autant de Palestiniens que de Juifs israéliens, pourquoi on donnerait 78% aux uns et 22% aux autres. Mais surtout, la raison fondamentale pour laquelle deux États c'est à rejeter, c'est que le peuple palestinien est un peuple de réfugiés, que la Nakba a expulsé 800 000 personnes, 10 millions de personnes sont les descendants de ceux qui ont été expulsés, 6 millions ont la carte de l'UNRWA, l'Office des Nations Unies des réfugiés. Si vous imaginez une paix qui ne s'adresse pas aux réfugiés, c'est tout. Mais c'est n'importe quoi. C'est évidemment pas une paix. Et évidemment, Oslo avait négligé évidemment complètement la question des réfugiés. C'est une des raisons, bien sûr, de l'échec d'Oslo. Ce n'est pas la seule, je l'ai expliqué, mais c'en était en particulier. Parce qu'une solution qui ne s'adresse pas aux réfugiés, ce n'est pas une solution. Un seul État laïque et démocratique, c'était la position de l'OLP jusqu'à 1988. Arafat au forceps l'a fait abandonner, il a été fortement critiqué à l'époque, pas seulement par le FPLP, mais par un grand intellectuel comme Edouard Saïd. Donc malheureusement, ils l'ont abandonné. Chez les Juifs, avant 1948, il y avait un fort courant pour un État binational. C'était le courant de Brit Shalom, du philosophe Martin Buber, et ils avaient fait 45% des voix à une élection interne en 1944. Ce courant a disparu, donc deux États, c'est bien, mais il n'y a plus aucune base pour y arriver. Un seul État, je veux dire, c'est bien, mais il n'y a aucune base pour y arriver. Alors, qu'est-ce qui reste? Ah oui, j'ai oublié de dire, la solution sioniste, j'ose espérer qu'elle est utopique, mais elle est à l'œuvre. C'est-à-dire, c'est infliger aux Palestiniens ce que les États-Unis ont infligé aux Indiens, ou ce que l'Australie a infligé aux aborigènes, l'expulsion, la mort ou l'enfermement. J'ose espérer que c'est impossible. Mon espoir, c'est la question démographique. Quand les Indiens des États-Unis ou les aborigènes d'Australie sont submergés, ils se battent à 1 contre 20. Là, les Palestiniens, c'est 1 contre 1. Donc, j'ose espérer que ça va les sauver. J'en suis pas sûr. Mais c'est vraiment mon espoir et on fait tout pour ça. Et puis, Trump, avec sa Riviera, il demande à ses alliés de se suicider. Parce qu'envoyer 1 million de Palestiniens en Égypte et 1 million en Jordanie, ça fait exploser ces deux pays. Ces deux pays ont beau avoir des dirigeants complètement inféodés à l'impérialisme, ils ne peuvent pas parce que c'est un suicide. Donc c'est aussi mon espoir. Alors qu'est-ce qui reste? Ben, peut-être une seule revendication, qu'on applique aux Palestiniens le droit international. Bon, alors le droit international, ce n'est pas l'ONU qui a des responsabilités énormes dans ce qui est arrivé aux Palestiniens. Le droit international, ce sont des textes et qui existent, inspirés de la Révolution française, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'elle dit pour les Palestiniens? 1. La liberté, fin de l'occupation, fin de la colonisation, destruction du mur, libération des prisonniers, fin du blocus de Gaza. 2. L'égalité des droits pour tous les habitants de la région, quelle que soit leur origine, leur religion ou leur non-religion. Et 3. La justice, le retour des réfugiés palestiniens, puisque le crime fondateur a été de les foutre dehors, et le jugement des criminels de guerre. C'est une utopie, je l'admets, mais on n'en a pas d'autre. Et surtout, on doit bien comprendre aujourd'hui que lutter pour la Palestine, ce n'est pas un supplément d'âme, c'est lutter pour nos propres libertés. Que lutter pour la Palestine, c'est aussi empêcher la destruction du droit international qui est à l'œuvre avec Trump, avec Netanyahou et avec d'autres soudards. Et que le jour où il n'y aura plus du tout de droit, ben ce sera la loi de la jungle partout, ce sera du Trump partout. Et donc, ben on n'a pas d'autre arme que de dire aujourd'hui, c'est ça qu'on doit mettre à l'œuvre. Je vais m'arrêter là.